Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce troisième temps des minutes qualité médico-sociale organisées par Calirel Santé, en lien avec la récente publication de la Haute Autorité de Santé du référentiel à l'attention des structures sociales et médico-sociales. Donc, bienvenue à tous sur la thématique de la démarche qualité et gestion des risques, donc un minute qualité médico-sociale exclusivement dédiée à cette thématique que nous animerons à 4 personnes. Donc, moi-même, Noémie Terrien, coordonnateur de Calirel Santé, avec à mes côtés Marion Lucas. Marion, je te laisse te présenter. Bonjour, Marion Lucas, je suis chargée de mission sur la partie médico-sociale à Calirel Santé et notamment également sur la promotion de la bientraitance et la lutte pour la maltraitance qu'on va évoquer aujourd'hui. Et il y aura aussi un MQMS spécialement sur cette thématique dans les prochains mois. Voilà, bonjour à tous. Merci Marion. Et dans les locaux de Calirel à Nantes, Antoine et Véronique. Oui, bonjour, Véronique Pouzet, donc chargée de mission à Calirel Santé, pilote de la mission EIGS et aussi travail d'équipe sur les outils que l'on peut mettre à votre disposition pour l'évaluation des secteurs médico-sociaux. Et bonjour à toutes et à tous, donc Antoine Biron, chargé de mission à Calirel Santé sur le secteur médico-social et également sur tout ce qui concerne la thématique engagement patient, expérience patient, usager. Merci à vous. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça arrive au fil de l'eau. Donc, je crois que nous sommes un petit peu plus de 70 personnes qui devraient se connecter ce matin. Donc, au programme de cette heure des minutes qualité médico-sociale, autour de la thématique démarche qualité et gestion des risques. Donc, on va prendre un temps avec Véronique qui nous présentera les périmètres du référentiel et les attendus de la Haute Autorité de Santé sur ce sujet-là. Et notamment, on abordera les critères impératifs. Ensuite, moi, je vous présenterai quelles déclinaisons institutionnelles on peut mettre en œuvre et quel accompagnement des équipes est nécessaire pour que cette thématique puisse vivre au sein de vos structures. Et puis ensuite, Marion, Antoine et Véronique aborderont les exigences du manuel d'évaluation et puis surtout les ressources que vous pouvez mobiliser qui sont à votre disposition pour avancer. Et nous finirons les minutes qualité médico-sociale avec un temps de questions-réponses. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de les poser tout au long des minutes sur le chat et puis on les reprendra, l'équipe les reprendra au fil de l'eau pour pouvoir y répondre ou, si nous n'avons pas les éléments de réponse, alimenter la foire aux questions qui est accessible sur notre site Internet. Ce qui me permet de vous rappeler que nous avons déjà un certain nombre de ressources qui sont en ligne sur le site Internet de Calirel Santé. Donc, je vous disais que c'était notre troisième temps des minutes qualité médico-sociale. Donc, vous avez en ligne sur le site Internet les 2 premiers en replay avec les supports de présentation associés. Donc, pour mémoire, le premier portait sur la présentation du référentiel dans son organisation globale et le deuxième minute qualité médico-sociale sur les démarches d'évaluation associées au dispositif d'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Ce ne sont pas les seules ressources qui sont disponibles sur le site de Calirel. Vous avez à votre disposition ce que nous on dénomme une pâquerette, comme vous pouvez le voir visuellement, où vous allez retrouver pour chaque thématique du référentiel les ressources qui sont à votre disposition et que vous pouvez télécharger sur le site Internet. Donc, c'est un document qui est interactif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez sur la vignette, vous tombez sur la page dédiée où vous pouvez télécharger les éléments. Et puis, on l'abordera aussi au cours de la séance. On développe au fur et à mesure des ressources pour l'évaluation, des outils pour accompagner les structures. Et probablement qu'un certain nombre d'entre vous ont pu prendre note qu'on a publié les fiches recommandations de bonnes pratiques qui ont été remises à jour dernièrement. Et n'oubliez pas non plus l'outil d'appropriation du référentiel qui est à votre disposition. Je vais tout de suite, pour débuter la séquence, laisser la parole à Véronique Pouzet, qui va vous présenter la thématique de la démarche qualité et gestion des risques et le périmètre attendu du référentiel. Je te remercie, Noémie. Donc, en effet, la démarche qualité et gestion des risques est abordée dans le chapitre 3 de notre référentiel de la Haute Autorité de Santé concernant les établissements, services sociaux et médico-sociaux. Donc, les attendus sont en termes de la stratégie et de l'organisation de l'établissement
et bien sûr de la mise en œuvre par les professionnels. Donc, sur le thème de la qualité de la gestion des risques, nous avons 19 critères associés et dans ces 19, il y en a 10 qui sont des critères impératifs. Critères impératifs, vous savez qu'il y en a 18 au complet dans le référentiel. En ce qui concerne ces critères impératifs, les critères impératifs se retrouvent dans l'objectif 3 concernant la prévention et le risque de maltraitance et de violence, sur la définition et le plan de prévention de la gestion des risques de maltraitance, et aussi sur le traitement des signalements et des actions qu'on peut mettre en place, des actions correctives. Mais aussi dans l'objectif 3.12 que vous avez certainement déjà lu, sur le traitement et le recueil des plaintes et réclamations, leur organisation du recueil, la communication et aussi l'analyse en équipe et les plans d'action. Concernant le recueil et le traitement des événements indésirables, il y a donc ici aussi 3 critères impératifs qu'on va redétailler tout à l'heure sur l'organisation et le recueil du traitement des fiches d'événements indésirables, la communication sur le traitement que l'on peut faire de ces fiches avec les professionnels, et puis comment les professionnels déclarent, analysent leurs événements et mettent en place leur plan d'action. Et pour finir, un dernier objectif concernant le plan de gestion de crise et de continuité d'activité. Comment il est défini, comment ce plan est actualisé et comment on communique en interne et en externe sur celui-ci. Noémie, je te laisse prendre la suite sur la déclinaison institutionnelle. Merci Véronique. Alors effectivement, on voit qu'au sein du référentiel et du manuel pour les structures sociales et médico-sociales, il y a un certain nombre d'attendus qui relèvent du chapitre 3. Donc le chapitre 3, en fait, c'est l'établissement. C'est ce que l'établissement va mettre en œuvre et organiser. Je vous propose de prendre un petit temps pour voir comment, en pratique, cette thématique démarche qualité et gestion des risques, elle doit être mise en œuvre ou quelques repères pour cette mise en œuvre. Alors, bien entendu, même si au sein du référentiel, il n'y a pas d'attente explicite sur la mobilisation des personnes accompagnées, c'est-à-dire que c'est une thématique où ce qui va être regardé, ce n'est pas spécifiquement les résultats auprès de la personne accompagnée. Bien entendu, la thématique de la démarche qualité et gestion des risques, elle doit partir des besoins et des attentes des personnes accompagnées, et notamment, on le verra un peu plus tard, en lien avec le Conseil de la vie sociale. D'autre part, cette démarche qualité et gestion des risques, elle doit vraiment être vécue comme une démarche qui doit permettre d'avoir des résultats, c'est-à-dire d'améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements pour les personnes accompagnées et permettre d'être dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va analyser nos pratiques et nos organisations pour faire que, in fine, on ait des résultats qui soient utiles dans l'accompagnement des personnes accompagnées. Donc, les attentes à ce stade de la Haute Autorité de Santé, ils sont sur 2 volets. 1, le pilotage au sein de la structure et 2, l'accompagnement des équipes. Donc, dans ce pilotage de la structure, le premier élément, c'est ce que l'établissement a défini dans sa stratégie, c'est-à-dire le cap qu'il souhaite donner à sa démarche qualité et gestion des risques. Donc, on va être sur la définition de la stratégie institutionnelle. Le pilotage, il va s'appuyer donc sur ces éléments stratégiques. Et le deuxième point, ça va être sur les éléments organisationnels. En d'autres termes, comment est organisé mon projet institutionnel autour de la démarche qualité et gestion des risques. Et on verra un petit peu plus tard, juste après, les questions qu'on doit se poser pour définir cette stratégie institutionnelle et l'organisation de son projet institutionnel. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'au-delà de ce qu'on a défini et de ce qu'on souhaite mettre en œuvre en termes d'organisation, c'est comment on va accompagner les équipes à la fois sur les éléments techniques, c'est-à-dire comment on va former les professionnels, comment on va apporter aux professionnels un socle de connaissances suffisant pour les démarches qualité et gestion des risques, et puis comment on va permettre aux professionnels de sécuriser leurs pratiques pour que les pratiques elles soient dans ce qu'on attend en termes de qualité et de sécurité.
Et puis, bien entendu, l'accompagnement des équipes, ce n'est pas uniquement sur le plan technique, ça s'appuie aussi sur comment on va partager une culture commune autour de la dynamique qualité et gestion des risques. En d'autres termes, c'est comment on va favoriser le retour d'expérience et le partage d'expérience entre les professionnels qui vont, in fine, forcément servir le projet d'établissement et puis avoir des résultats sur l'accompagnement des personnes accompagnées. Alors, si on regarde plus spécifiquement ce qui est attendu, comment on lit les éléments de pilotage en termes de stratégie au sein du référentiel, on va faire référence à 3 critères qui sont la politique qualité et gestion des risques au sein de la structure, le volet achat et développement durable et le volet stratégie numérique. Alors, ces 3 éléments ne veulent pas dire qu'ils sont restrictifs à ce que chaque établissement définit dans sa propre politique qualité et gestion des risques. Mais au travers de ces 3 critères, ça détermine un certain nombre de choses. Ça veut dire que derrière sa stratégie institutionnelle, cela veut dire qu'on a clarifié ses propres objectifs et le positionnement de la démarche qualité et gestion des risques au sein notamment du projet d'établissement. Ça signifie aussi qu'au-delà d'avoir priorisé la démarche qualité-gestion des risques, vous avez identifié au sein de votre structure les thématiques prioritaires. Donc, on voit bien que là, dans le cadre du référentiel, on incite à 3 thématiques prioritaires, la politique qualité-gestion des risques, l'achat et le développement durable et la stratégie numérique. Ça veut dire aussi que définir une stratégie institutionnelle, ça veut dire d'expliciter ce que ça va apporter pour les personnes accompagnées et aussi à être très clair sur les potentiels d'amélioration. C'est-à-dire qu'au-delà des constats de base et de là où vous souhaitez aller, les marges d'amélioration que vous avez au niveau de la structure. Et bien entendu, ce que vous devez mobiliser en termes de ressources et que ça puisse faire l'objet d'un programme qui soit lisible et partagé auprès de l'ensemble des parties prenantes. Ce qui veut dire en fait d'avoir un programme, un plan d'action associé pour votre programme qualité et gestion des risques. Le deuxième volet du pilotage, ça va être de structurer et organiser son projet institutionnel. Donc là, on a un critère du référentiel qui est unique, qui indique la mise en œuvre. Donc, on est dans la déclinaison concrète de la démarche qualité et gestion des risques. Donc, structurer et organiser son projet institutionnel, cela veut dire qu'on met en place une structure de coordination et de suivi de la démarche. Alors, ça peut être au travers de référents, d'instances de décisionnaires, mais dans tous les cas, on a une organisation, une structure qui va permettre de coordonner et de suivre la démarche qualité et gestion des risques. Et puis, ça veut dire aussi que vous avez une structuration de ce qu'on peut appeler un système qualité. Cela veut dire que comment cela va être organisé et donner la lisibilité. Donc là, on fera appel particulièrement à la gestion documentaire, aux éléments de mesure de la satisfaction des personnes accompagnées, aux événements indésirables, etc., etc. Et puis, bien entendu, votre démarche qualité, elle doit être structurée sur le plan décisionnaire, mais elle doit aussi pouvoir s'appuyer sur les professionnels de vos équipes, une approche pluriprofessionnelle avec un comité opérationnel transversal de type groupe qualité ou cellule. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser autour de ça qui sont traduites au sein du référentiel par des critères attendus. Mais les questions que vous devez vous poser, alors je ne vais pas les passer les unes après les autres, mais pour vous donner des exemples, c'est avez-vous au jour d'aujourd'hui des priorités en matière de démarche qualité gestion des risques? Et si oui, quelles sont-elles? Comment elles ont été construites et avec qui? Et est-ce que actuellement la démarche qualité gestion des risques, elle est lisible dans votre projet d'établissement? Est-ce que vous avez un programme avec des actions opérationnelles? De quelle manière vous associez le conseil de vie sociale et plus largement les usagers et les proches? Comment vous engagez, vous accompagnez les professionnels autour de vos objectifs opérationnels? En fait, est-ce que ça fait l'objet d'une communication claire? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a un comité de pilotage, un comité opérationnel, etc., etc. Donc, c'est vraiment des questions évaluatives et qualitatives qu'il est important de se poser pour amorcer une démarche qualité-gestion des risques. Sur la partie accompagnement des équipes, on va être sur une partie, d'une part, de sécuriser les pratiques et de former les professionnels. Donc là, de la même manière, dans le référentiel, il y a des attendus.
Marion l'a cité en introduction, autour de la prévention et la gestion des situations de maltraitance, qui est un critère impératif, autour de la démarche qualité et gestion des risques, qui est aussi un critère impératif. La gestion de crise, on retrouve de nouveau un critère impératif de la part de la HAS, et le système d'information. Donc, quand on parle d'accompagnement des équipes et de sécuriser les pratiques et de former les professionnels, cela veut dire qu'on a, au-delà de nos priorités, notre stratégie qualité-gestion des risques, on a des actions qui sont très concrètes mises en œuvre avec un pilote, une planification, un suivi et une évaluation. Cela veut dire aussi qu'on adapte les actions de sécurisation et de sensibilisation à notre propre contexte d'établissement et aux professionnels qui vont être concernés par ces situations, ces actions de sensibilisation et de sécurisation des pratiques. Cela veut dire aussi qu'on associe les professionnels et les usagers aux analyses de pratiques et des organisations. Donc là, on va parler des démarches d'évaluation de pratiques professionnelles, de mesure de la satisfaction, d'analyse en cas de survenue d'un événement indésirable, etc. Et puis, un élément indispensable, c'est qu'on va formaliser les pratiques socles. Donc là, on parle des procédures de la gestion documentaire. On va identifier les pratiques qui nous semblent indispensables de pouvoir formaliser au travers de procédures, documentation et d'accueil des nouveaux arrivants. Et puis, cela implique aussi qu'on va sensibiliser, expliquer régulièrement auprès des professionnels les attendus que vous avez en matière de qualité et de sécurité des soins et bien entendu les sensibiliser aux pratiques recommandées, notamment aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, mais pas que, aussi de vos procédures internes. Le deuxième élément sur l'accompagnement des équipes, c'est au-delà quelque part de donner le cap, d'organiser les choses et puis d'être dans une démarche de repère, notamment sur les bonnes pratiques, c'est aussi de favoriser le retour d'expérience. Favoriser le retour d'expérience, on va le retrouver autour de 2 critères impératifs du référentiel, autour des plaintes et réclamations et des démarches qualité et gestion des risques. Alors, quand on parle de retour d'expérience, cela veut dire qu'en pratique, on va être dans une culture de l'apprentissage par l'erreur qui va être partagée à tous les niveaux, ce qu'on appelle la culture juste. À tous les niveaux et quel que soit son profil dans l'établissement, on va être dans cet apprentissage par l'erreur et surtout, on va utiliser nos erreurs et nos dysfonctionnements pour être dans une démarche qualité d'amélioration continue. Ce qui veut dire qu'on a des circuits clairs et connus pour permettre et faciliter l'alerte et le repérage des situations à analyser, que ce soit événements indésirables, plaintes et réclamations par les professionnels, et surtout qu'on réussisse à avoir des espaces d'échange et de co-construction entre les professionnels pour analyser les pratiques et organisations, et ceci en équipe pluriprofessionnelle. Et puis, bien entendu, les actions, elles doivent être contextualisées afin de permettre une vraie démarche de retour d'expérience auprès des professionnels. On est typiquement dans le cercle vertueux de l'amélioration continue de la qualité. Alors, au travers de ça, de la même façon, il y a des questions à se poser. C'est au jour d'aujourd'hui, avez-vous un plan d'amélioration continue de la qualité, qui est en cohérence avec vos attendus de stratégie institutionnelle? Et de savoir qui le pilote, qui le suit, qui l'alimente, comment vous faites vivre votre plan d'amélioration continue de la qualité. Est-ce que vous avez des actions de sensibilisation, des actions de formation prioritaires? Lesquelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont rattachées à des priorités qualité et gestion des risques? De quelle façon? Et puis, 2 éléments indispensables. Comment est organisé votre dispositif de signalement des événements indésirables? Au-delà de l'existence de votre fiche d'événements indésirables, est-ce que vous avez des temps où vous capitalisez avec les professionnels en analyse, comment ça alimente votre plan d'action? Et puis, bien entendu, le pendant, c'est le circuit des plaintes et réclamations. Est-ce qu'il est bien connu de tous, résidents, proches, professionnels, et comment elles sont analysées et comment elles vont associer les professionnels et alimenter le plan d'action d'amélioration de votre structure? Je laisse la parole au reste de l'équipe pour faire le lien sur ces éléments d'attendus, notamment avec les attendus du référentiel et l'appropriation associée. Oui, merci Noémie. Donc effectivement, en mai, on a publié un premier outil,
donc l'on appelait l'outil d'appropriation des attendus du référentiel. Donc, on l'a conçu effectivement comme un outil d'aide à l'appropriation et non comme un outil pour réaliser une auto-évaluation, parce que ce n'était pas notre souhait, notre objectif du départ. Et puis, ça va permettre aux équipes de se questionner en première intention sur qu'est-ce qui existe dans notre structure et quels sont justement les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Donc, à l'intérieur, vous allez retrouver l'ensemble des critères du référentiel. Et puis également, on a mis sur la partie droite, sur les colonnes de couleur orange, les ressources qui sont propres à Caliral Santé, donc qui vous permettent justement de répondre, entre guillemets, aux exigences du référentiel. Et sur la dernière colonne, on a mis également toutes les ressources et les outils qui sont disponibles en région des Pays de la Loire. Donc voilà le premier outil et qui est disponible sur la page de notre site qui est dédiée aux outils et ressources sur le secteur médico-social. Donc, si on continue sur les attendus du manuel d'évaluation de la Haute Autorité de Santé, donc les attendus du manuel d'évaluation sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir sur la démarche qualité et la gestion des risques. Donc, on a repris dans ce référentiel les éléments d'évaluation sur cette thématique. Donc, les premiers éléments d'évaluation, c'est est-ce que l'établissement a défini une politique au regard des recommandations nationales, au regard de la réglementation, des références et des procédures spécifiques à l'établissement. Et comme le disait Noémie, la politique, effectivement, c'est important, mais après, il faut la déployer dans l'établissement. Et donc, des éléments d'évaluation qu'on peut retrouver, c'est est-ce que l'établissement a mis en place une organisation spécifique en matière de qualité et gestion des risques, et comment cette démarche s'inclut dans un partenariat, aussi bien en interne qu'en externe, que ça peut être les établissements sanitaires ou les réseaux qui peuvent exister. Également, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment les professionnels sont associés à cette démarche qualité-gestion des risques et comment au quotidien ils peuvent s'engager dans cette démarche. Et également tout le pan communication et sensibilisation. Et comme on est dans une démarche d'amélioration continue, l'intérêt, c'est de pouvoir analyser les pratiques, analyser les résultats, les indicateurs, de pouvoir s'évaluer et justement d'améliorer son plan d'action et de le faire évoluer. Donc, dans le cadre de la démarche de la Haute Autorité de Santé, les organismes extérieurs vont déployer ce qu'on appelle la méthode de l'audit système, avec à la fois l'entretien avec l'établissement, avec la gouvernance, et pour certains éléments, certains critères, il y aura également l'entretien avec les membres du CVS, et également une consultation documentaire. Donc, juste un petit rappel sur la méthode de l'audit système, puisque ça faisait partie du MQMS du mois de mai. Donc, en fait, cette méthode de l'audit système est basée en trois étapes. La première étape, l'identification de la cible. Donc, en gros, c'est l'identification de la thématique. Ensuite, la rencontre avec la gouvernance et où le membre du conseil de la vie sociale. Et puis enfin, les rencontres avec les professionnels pour voir justement sur le terrain si la politique qui est mise en œuvre et décidée se reflète bien sur le terrain avec les pratiques des professionnels. Donc voilà la méthode de l'audit système. Un petit zoom sur les membres du CVS. Donc dans le référentiel, il y a une fiche pratique, donc la numéro 6, sur comment va se passer l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale. Donc, dans un premier temps, il va y avoir une appréciation de l'engagement de ces membres du Conseil de la vie sociale dans le développement de la qualité et dans l'accompagnement des personnes accueillies. Ça va être aussi l'intérêt d'apprécier son rôle dans la promotion de l'expression et de la dynamique de participation des personnes accompagnées, puisque comme vous le savez, dans ce nouveau référentiel, la place de l'usager est assez importante et notamment comment l'usager peut exprimer ses souhaits, ses besoins par rapport à son accompagnement et par rapport à ce que les professionnels peuvent faire au tous les jours. L'autre donnée qu'on peut retrouver dans cette fiche pratique, c'est
comment le CVS s'implique dans la vie de l'établissement et comment on peut recueillir son avis sur les évolutions qui sont proposées dans son fonctionnement, dans son organisation. Et puis également, ça va être l'occasion d'apprécier comment les propositions que fait le CVS sont intégrées dans le fonctionnement de l'établissement et comment l'établissement récupère justement toutes les propositions que peut faire le Conseil de la vie sociale. Donc pour info, il y a un décret qui est paru au mois d'avril sur la nouvelle mouture du CVS, ses nouvelles missions, et on retrouve notamment dans le référentiel, même si le décret est sorti après la parution du référentiel, on trouve quasiment tous les éléments de ce décret à l'intérieur du référentiel. Donc là, ce que je vous dis, c'était les objectifs de la rencontre avec les membres du CVS. Et la grille d'entretien qu'on retrouve également dans la fiche numéro 6, elle est composée en fait de 10 grandes questions qui reprennent 10 thématiques. Et sur la thématique qui nous concerne plus aujourd'hui sur démarche qualité gestion des risques, il y a 5 critères pour lesquels les membres du CVS vont être particulièrement invités à se prononcer, notamment sur la définition de la démarche qualité et gestion des risques de l'établissement, la façon dont l'établissement met en œuvre sa démarche qualité et gestion des risques, comment l'établissement communique sur le traitement des plaintes et réclamations, comment l'établissement communique sur le traitement le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes, et enfin, comment l'établissement définit avec les professionnels un plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Donc, spécifiquement, sur ces 5 critères, les membres du CVS vont avoir un échange avec l'organisme habilité, justement, pour voir comment ils sont inclus dans ces 5 critères. Et donc, il y a à gauche les différentes questions, à droite, pardon, les différentes questions qui vont participer à l'échange entre les différentes parties prenantes. Les incontournables sur la partie gestion documentaire, les incontournables que les établissements doivent avoir. Donc, en matière de politique qualité et gestion des risques, est-ce qu'il y a une politique d'amélioration continue, un programme qui permet de décliner au plus proche des équipes, un projet d'établissement ou un projet de service, et puis également, comme le disait Noémie, la dernière partie, tous les éléments de communication et de sensibilisation qui sont importants à la fois auprès des équipes de terrain, mais également à la fois auprès des membres du Conseil de la vie sociale. Et ensuite, toute la documentation qui permet justement de mettre en œuvre ces démarches qualité. Et en gros, est-ce qu'il y a un document qui va décrire comment est organisé les différents professionnels qui interviennent, avec le rôle et les responsabilités de chacun, et si l'établissement a fait le choix d'avoir des référents dits qualité, justement, qui sont là pour porter la démarche auprès des établissements. Enfin, puis auprès des professionnels surtout. Est-ce qu'il y a des outils de pilotage? Est-ce que l'établissement a défini des indicateurs justement qui permettent de piloter sa démarche qualité et gestion des risques? Et comment aussi les membres du CVS et les professionnels sont intégrés dans ces outils de pilotage? Est-ce qu'ils participent au recueil? Est-ce qu'ils participent à l'analyse des résultats? Et est-ce qu'ils participent à la définition des actions et à la mise en œuvre des actions? Les résultats des évaluations de la démarche avec l'atteinte des résultats, et puis également les dates des dernières révisions de la politique et du programme qualité. Et puis après, il y a un point sur à la fois les plaintes et réclamations. Est-ce qu'il y a des supports de communication à la fois aux professionnels pour les aiguiller dans ce que c'est qu'une plainte et réclamation et comment on peut prendre la plainte et la réclamation de l'usager ou de son entourage, et également auprès des usagers pour les informer qu'ils peuvent justement formuler une plainte auprès de la direction s'ils sentent qu'il y a une réclamation qui a lieu d'être faite. Et puis également, la même chose sur les événements indésirables, de communiquer auprès des professionnels de qu'est-ce que c'est qu'un événement indésirable et comment on peut l'analyser et le mettre en œuvre, et puis également auprès des usagers. Et puis également sur les documents sur la gestion de crise avec le plan de continuité de l'activité, donc
ce que vous causionnez tous, hein, le plan blanc, le plan bleu et les différents comptes rendus de réunion. Voilà, on peut dire sur une diapositive les incontournables en matière de consultation documentaire sur la thématique qualité et gestion des risques. Merci Antoine. Donc on va passer à la dernière partie avant les questions-réponses. Donc on vous donne un certain nombre d'interrogations là autour de la démarche qualité et gestion des risques. Il nous semblait aussi important de vous dire que pour faciliter ces questionnements, il y a un autre outil qui est en cours d'élaboration et qui va vous permettre de pouvoir avoir les repères, tous les questionnements qu'on a pu aborder. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir vous poser et vous positionner vis-à-vis des attendus de la Haute Autorité de Santé sur cette thématique. Et on va rentrer dans la dernière partie, notamment sur les attendus du manuel par objectifs et critères. Alors, bien entendu, sans les détailler, mais surtout pour vous faire le lien avec les ressources qui sont déjà existantes et disponibles pour vous accompagner sur cette thématique. Merci Noémie. Donc du coup, avec Véronique et puis Marion, on va reprendre l'ensemble des critères qui composent la thématique qualité et gestion des risques. Voilà, donc pour cette première partie, donc sur ce premier diapo, donc c'est les critères 3.10.1 et .2 où l'établissement définit une politique qualité et gestion des risques et il la met en œuvre. Donc sur la deuxième colonne, on retrouve, comme c'est une méthode d'audit système, donc on retrouve l'entretien avec l'établissement, avec tous les éléments d'évaluation. Et pour ces deux critères-ci, il y a également des entretiens avec les membres du CVS et on a remis les questions qui vont être abordées avec les membres du Conseil de la vie sociale et on a remis les différents points de consultation documentaire qui vont permettre justement de voir où en est l'établissement. Donc là, on a repris texto le manuel d'évaluation. Et on a mis au regard de ces deux premiers critères l'ensemble des outils et des ressources qu'on propose au niveau de Calirel Santé. Donc la première, ce sont les minutes qualité du secteur médico-social. Donc on vous fera tout à l'heure les autres thématiques que l'on va aborder. Donc ça permet justement par thématique de faire un zoom bien précis sur les attendus du référentiel. On a également un outil de formation sur les outils de la démarche qualité et gestion des risques. Donc, un outil sur une demi-journée en webinaire qui permet justement de faire un point pour un nouveau référent qualité qui a été nommé dans vos structures, de voir avec lui un mini-accompagnement sur tous les outils qui peuvent exister en matière de qualité et gestion des risques qui lui permet justement d'appréhender au mieux sa nouvelle mission. On a également un outil d'aide à la gestion documentaire. Si vous souhaitez structurer votre gestion documentaire, on a un outil qui vous permet justement de vous aider dans votre réflexion pour définir votre gestion documentaire. On a également un livret qui a été élaboré avec le secteur handicap, mais qui peut être totalement utilisé pour le secteur personnes âgées et le secteur SIAD. C'est un outil qui permet de structurer et de faire vivre sa démarche qualité et gestion des risques. Et cet outil, on l'a structuré de la même manière que vous a présenté tout à l'heure Noémie, avec la dimension stratégie, la dimension culturelle, la dimension technique et la dimension organisationnelle. Et puis les deux autres outils, donc c'est le kit de bonnes pratiques qui a été mis à jour la semaine dernière et qu'on a diffusé auprès des établissements. Et puis également, on a créé une nouvelle page qu'on a intitulée « Outils relatifs à la démarche d'évaluation interne et externe » et on trouve tous les outils nécessaires à cela. Donc voilà les deux premiers critères. Et je vais laisser la parole à Marion sur les critères en lien avec la maltraitance et la violence. Donc, vous allez voir, en fait, à chaque fois, on va vous reprendre les critères, mais en fait, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez redondant, en fait, dans la démarche qualité et la gestion des risques. On va repartir toujours de ce que vous avez mis en place. Est-ce qu'on fait de la prévention? Est-ce qu'on forme les professionnels? Donc, moi, je vais vous parler plutôt sur la partie
l'établissement déploie son plan de prévention des risques de maltraitance et de violence. Et en fait, dans le manuel, ce qu'on peut retrouver, c'est un critère, le premier critère, sur est-ce que l'établissement définit un plan de prévention et d'action. Donc pour cela, en fait, lors de l'évaluation, il y aura un entretien avec l'établissement pour savoir si vous avez des choses mises en place sur ce critère-là. Ensuite, un deuxième élément, c'est est-ce que vous, l'établissement, vous traitez les signalements d'actes de maltraitance et est-ce que vous mettez en place des actions de correction liées à ces actes de maltraitance et violence. Donc là, c'est pareil, lors d'un entretien, lors de l'évaluation, on vous demandera du coup d'avoir de la documentation là-dessus, si vous avez une fiche de suivi des événements de maltraitance. Est-ce que vous avez des comptes rendus de réunion, des actions d'amélioration qui sont mis en place? Et un troisième critère qui est est-ce que les professionnels sont formés au signalement, à la détection des événements liés à la maltraitance et à la violence. Et on ira interroger les professionnels pour savoir s'ils sont sensibilisés ou formés à la détection de la maltraitance et de la violence. Donc, ces éléments-là, comme vous l'a dit Noémie, c'est des critères qui sont dits impératifs dans le manuel. L'idée, c'est que l'établissement s'est interrogé là-dessus et commencer un travail sur cette thématique-là. Les outils associés, donc déjà, au niveau de chaque département, il y a Alma, Allo Maltraitance, qui est une cellule qui peut vous aider sur cette thématique-là. Et dans le kit des recommandations de bonnes pratiques qu'on vous a mis à disposition, il y a une fiche qui reprend les critères des recommandations de bonnes pratiques de la HAS qui est à votre disposition pour resensibiliser les professionnels sur cette thématique-là et vous interroger en équipe sur comment prévenir la maltraitance dans notre établissement et comment on traite et comment on peut avancer sur cette thématique-là dans notre établissement. Donc, sur l'objectif suivant, donc l'établissement assure le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Donc là, dans le référentiel, il y a 3 critères qui sont concernés. Est-ce que l'établissement organise le recueil et le traitement des plaintes et réclamations? Comment il communique sur le traitement de ces plaintes et de ces réclamations auprès des parties prenantes? Et puis également, comment les professionnels analysent en équipe les plaintes et réclamations. Donc, on a remis, comme disait Marion, les éléments qui sont d'entretien avec l'établissement. Et puis, sur cet objectif, il y a également le Conseil de la vie sociale qui sera interrogé avec notamment sur comment l'établissement communique sur le traitement des plaintes et des réclamations aux parties prenantes. Donc, les outils à votre disposition. Donc, il n'y a pas d'outils qui ont été élaborés par Calirel Santé, mais notamment, il y a d'autres outils qui existent au niveau de la région. Donc, il y a l'URIOPS qui a créé une boîte à outils CVS, donc qui est disponible. Et cette boîte à outils va forcément être mise à jour avec, comme je vous disais, le décret qui a été publié le mois dernier. Et puis, le ministère de la Santé a publié il y a quelques années un petit guide à destination des établissements de santé. Donc, effectivement, c'est pour les établissements de santé, mais les éléments qu'on retrouve dedans sont totalement utilisables et adaptables pour les établissements médico-sociaux. Donc, il y a un guide qu'on retrouve d'une quarantaine de pages qui permet justement aux établissements d'assurer le recueil et le traitement des plaintes et réclamations. Et puis, il y a une petite charte avec 10 points clés qui permettent justement aux établissements de pouvoir communiquer auprès des équipes et auprès des usagers, de leur famille et des membres du Conseil de la vie sociale. Donc voilà sur cet objectif plaintes et réclamations. Et je vais passer la parole à Véronique sur les critères suivants.
Merci beaucoup. Alors, l'objectif suivant concerne le recueil des traitements des événements indésirables. Il se présente à peu près comme celui concernant les plaintes et réclamations. Il y a donc 4 critères. Donc, on recherche l'organisation du recueil des événements indésirables, leur communication, leur traitement, comment les professionnels déclarent, analysent en interne ou en externe leurs événements, indésirables graves quand il y en a, et puis aussi la façon dont on sensibilise les professionnels à la déclaration. Donc, comme pour les autres objectifs, vous avez une partie d'entretien avec l'établissement. On vient rechercher et s'assurer que les actions sont mises en œuvre. Il y aura des entretiens avec les membres du CVS sur le partage du bilan des événements indésirables. Est-ce qu'il est fait systématiquement? Et s'il y a des mesures correctives, est-ce qu'elles sont discutées en CVS? Et puis, bien sûr, une consultation documentaire sur les procédures de recueil et de traitement des événements, mais aussi tout ce qui concerne la fiche de déclaration peut-être d'événements indésirables et toutes les traçabilités qui s'en rapprochent. Et puis également tous les supports de communication en lien avec vos analyses et aussi les comptes rendus de retour d'expérience. Les documents également en lien avec la sensibilisation qui peut être faite sur les événements indésirables, que ce soit le plan de formation ou les feuilles d'émargement. Pour cela, Calirel vous accompagne avec des ressources. Alors, certaines ont déjà été présentées tout à l'heure concernant la démarche qualité et gestion des risques par Antoine. Il en existe bien d'autres. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 ateliers. Il y a l'atelier qui permet de structurer et d'analyser les événements indésirables associés aux soins. Vous avez aussi la possibilité d'accompagner d'être accompagné méthodiquement par un appui. Il y a une enquête pour mesurer la culture de sécurité. D'ailleurs, c'est une enquête qui est en cours avec Calirel. Vous avez le kit équipage qui vous permet de tenir des outils pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre démarche de gestion des risques. Les fiches mémo qui ont été réalisées en partenariat avec la COP Handicap, je crois, et le groupe équipage pour permettre de vous mettre à vos dispositions des petites fiches pour vous accompagner dans vos démarches. Et puis notre escape game sur cette thématique. Juste Véronique, juste pour compléter, parce que je fais une com en avant-première, dans la prochaine newsletter, vous allez avoir un nouvel escape game sur la gestion des risques en SIAD qui va vous être publié. Donc, pour tous les établissements qui ont des SIAD, il y a un escape game qui va sortir sur la gestion des risques, donc qui sera à votre disposition avant la fin du mois de juin pour vous aider dans la démarche de gestion des risques. Et bien sûr, on travaille actuellement avec la COP Handi et la COP SIAD pour compléter l'outillage sur le dossier équipage et qui pourront être utilisés au-delà du secteur spécifique du handicap et du SIAD, mais aussi pour les EHPAD. Il y aura des outils de communication qui pourront être aussi mobilisés pour tout le secteur médico-social. Donc, c'est des éléments qui seront disponibles dans l'année pour continuer à travailler sur cette thématique. Voilà. Merci pour ces précisions, Marion. L'objectif suivant concerne le plan de gestion de crise et de continuité d'activité. Donc, 3 critères. Donc, l'établissement définit son plan de gestion de crise, il communique, il organise des simulations et des exercices, et puis, bien sûr, et comme toujours, il va sensibiliser. Donc là, pareil, il y aura des entretiens avec l'établissement pour voir comment on a défini les éléments, comment on communique, comment on participe, comment on met en œuvre des exercices. Un temps aussi de rencontre avec le CVS sur ce plan de crise, est-ce qu'il est connu et discuté, est-ce qu'on parle ensemble de l'actualisation de ce dernier. Et puis, bien sûr, tous les documents en lien avec le plan de crise, les documents qui permettent de justifier des simulations qui sont réalisées et les formations qui sont menées. Pour cela, Calirel vous accompagne. Il y a 2 outils. Il y a un outil qui permet d'avoir un kit
de gestion de crise, outil qui permet à la fois d'avoir des éléments d'accompagnement, de communication, mais aussi de simulation. Et puis aussi un autre outil qui est un outil en lien avec les retours d'expérience Covid, voilà, réalisé dernièrement. Donc, je passe la parole maintenant à Marion. Donc, du coup, après tous ces critères, parce qu'en fait, il faut savoir quand même qu'on est dans une partie où il y a beaucoup de critères, donc ça vous paraît peut-être énorme ce qu'il y a à mettre en place, mais en fait, on est vraiment dans le socle de la démarche. Et du coup, dans les derniers éléments qu'il y a dans les critères, il y a toute la partie développement durable et organisation des achats, et toute la partie stratégie numérique et la sensibilisation des professionnels à l'outil numérique, qui est un élément, on ne va pas vous le cacher, à Calirel déjà, qui est important puisqu'on a eu des problèmes au niveau numérique. Du coup, dans le référentiel, on vous demande de gérer ces deux éléments-là et de sensibiliser les professionnels à l'outillage numérique. Pour cela, en fait, vous avez deux structures qui peuvent vous aider, que sont, si vous ne connaissiez pas, la MAP au niveau régional, en fait, qui va vous permettre d'avancer sur ces problématiques. Vous pouvez les contacter pour avancer sur le développement durable, et le GSI Santé qui travaille sur la partie numérique et la sécurité numérique avec un escape game qui permet aux équipes de sensibiliser sur la sécurité numérique, des affiches qui sont très bien faites et que vous pouvez utiliser en interne pour resensibiliser vos professionnels sur l'usage des mots de passe, etc. Et en fait, qui sont des outils de sensibilisation des professionnels très adaptés, et des vidéos. Donc, tous ces outils-là sont disponibles sur le site de GSI Santé Pays de la Loire et sont à votre disposition pour avancer sur la sensibilisation des professionnels à l'outil numérique. Merci Marion, merci Antoine, merci Véronique. Donc comme vous aurez pu le voir, hein, la thématique démarche qualité gestion des risques, c'est une thématique qui est très attendue dans le référentiel, puisque comme Véronique l'a précisé dans la présentation du référentiel, cette thématique est composée de 10 critères impératifs sur les 18 que compte le référentiel. Ce qui signifie que c'est vraiment une démarche qui est attendue, et dans la mesure où l'appropriation du référentiel est nécessaire, on vous invite vraiment à vous poser les questions évaluatives, parce que quelque part, ces minutes qualité médico-sociale, on a posé un certain nombre d'éléments et de questions. Donc, prenez le temps sans forcément vous plonger directement dans le référentiel, mais rien qu'en parcourant le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui, et vous posez la question d'où vous vous positionnez dans votre structure et des ressources que vous pourriez mobiliser. Donc, on a pris le temps aussi de faire le parallèle entre les attendus du manuel et les ressources qui sont à votre disposition. C'est des ressources qui existent pour certaines depuis plusieurs années à Calirel, qui font l'objet d'ateliers thématiques, d'accompagnement méthodologique. Donc, posez-vous aussi pour voir si vous avez la possibilité de vous approprier ces ressources-là, si elles existent déjà dans votre structure. Et bien entendu, l'équipe de Calirel Santé est à votre disposition pour vous apporter conseil. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, on arrive sur la toute dernière partie avant la clôture à midi de ces minutes qualité médico-sociale pour un temps de questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans le chat ? Si je n'ai pas le micro d'allumé, je ne peux pas te poser la question. Donc, il y a une première question, du coup, concernant l'information des parties prenantes, donc du CVS sur les EI. Faut-il présenter tous les fiches d'événements indésirables ou seulement les EIG, donc les événements indésirables graves?
Alors, dans les attendus du référentiel, en fait, ce n'est pas tant la présentation qui est attendue, c'est de quelle manière vous allez mobiliser l'espace du Conseil de la vie sociale pour faire en sorte qu'il y ait une réflexion d'amélioration continue sur les dysfonctionnements et notamment les événements indésirables qui sont survenus au sein de la structure. Donc, je dirais qu'il faut présenter ce qui est utile pour réfléchir ensemble, le cas échéant, avec les usagers pour votre démarche d'amélioration continue. Donc, l'exhaustivité est peut-être pas pertinente puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir zoomer sur des thématiques qui sont importantes dans vos structures. Mais vraiment, j'insiste, ce qui sera regardé, ce ne sera pas tant ce que vous aurez formalisé de façon, on va dire, en termes d'accessibilité aux informations, mais plutôt comment ces informations vont être mobilisées au sein du Conseil de la vie sociale. Il ne faut pas oublier que dans ce nouveau dispositif, alors certes, il y a toute une partie documentaire, hein, Antoine l'a précisé, il y a des incontournables documentaires qui sont à être présents, mais surtout, ça va se faire à partir d'entretiens. Et le questionnement autour des entretiens, c'est pas uniquement si ça existe, mais c'est comment c'est mobilisé. Donc, je vous dirai la réponse, probablement pas toutes les fiches, mais pas uniquement les événements indésirables graves. Les thématiques qui sont porteuses pour l'établissement, entre autres aussi. Ou par exemple, des sujets qui intéressent le CVS, par exemple le linge. Parlons-en du linge si vous voulez. Le linge, ça peut être une thématique. On a une grosse problématique de linge dans l'établissement. On a beaucoup de fiches qui sont faites sur le linge, par exemple. Et du coup, on va interroger le CVS pour savoir quelle action pour eux on pourrait mettre en place par rapport au linge, comment on pourrait améliorer les choses par rapport à cette problématique-là ou la restauration, etc. Donc, c'est des éléments, en fait, c'est impliquer le CVS dans la gestion des événements indésirables par ce biais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Alors, vous pouvez aussi faire des témoignages ou des commentaires. On peut s'imaginer aussi que la quantité d'informations qu'on vous a apportées peut sembler assez important, énorme. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous faire peur, mais plutôt que vous puissiez vraiment avoir un éclairage exhaustif et surtout vous rassurer sur le fait qu'il existe des ressources et qu'il faut d'abord s'interroger sur ce qu'il existe déjà dans la structure et prioriser au regard des critères impératifs. Je ne sais pas, Noémie, on peut peut-être dire quand est-ce que le prochain outil sera disponible et puis ce qu'il va comporter un peu pour leur montrer que ça va être un outil qui va vraiment dans le sens de notre présentation d'aujourd'hui, peut-être? Je ne sais pas. Alors oui, même si c'est un peu, je pense, un peu précoce pour en faire une pré-annonce, mais vous l'aurez compris, notre objectif, c'est vraiment de permettre que l'appropriation du référentiel se fasse le plus accompagné possible par Calirel. Donc, on avait réalisé, notamment à l'époque de l'évaluation interne et externe, des outils d'aide à l'évaluation. Donc, on est en train de réfléchir à une refonte, bien entendu, de ces outils-là qui vont vous permettre de pouvoir, un peu ce que je viens d'expliquer, d'apprécier votre dynamique, pas tant de vous dire j'ai pas, mais plutôt de se poser la question de savoir si vous avez des démarches qui vous permettent de vous questionner sur ces sujets-là. Donc, c'est un outil qu'on est en train de réfléchir au sein de l'équipe de Calirel, pour lequel on mobilisera probablement des retours d'établissement. Et on a un objectif de mise à disposition à la rentrée de septembre-octobre, après la période estivale. Mais dans tous les cas, comme on a pu le faire sur les dernières ressources de Calirel Santé, on fait une annonce assez large. Donc, on vous adresse un mail à l'ensemble de nos structures adhérentes, ce qui me permet de faire une petite com dessus. Si toutefois vous avez changé de mail, parce qu'on a des interlocuteurs qui ont évolué dans l'établissement, surtout n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous permet de remettre à jour nos bases de données.
Donc, on fait des annonces mail. Sur notre site Internet, ça fait systématiquement l'objet d'une actualité. Et puis, on communique aussi sur les réseaux sociaux, et notamment ceux qui sont sur LinkedIn peuvent retrouver un certain nombre d'actualités, notamment quand on publie des ressources et des outils. On a une autre question, Noémie. Les fiches Memo Manager en EHPAD sont-elles déjà disponibles, s'il vous plaît? Alors oui, vous pouvez les retrouver, les télécharger sur nos pages de notre site Internet. On peut peut-être vous remettre le lien vers la page en direct sur le chat. Donc, elles sont d'ores et déjà disponibles. Elles sont complètement complémentaires des fiches recommandations bonnes pratiques qui sont elles aussi disponibles sur le site Internet puisqu'elles ont été diffusées en début de semaine. On va vous remettre le lien sur le chat pour pouvoir les retrouver. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Alors, effectivement, alors c'est très juste. On a 10 critères qui ont été présentés. Il faut savoir que la thématique du circuit du médicament n'est pas inclus à proprement dit dans les attendus de la démarche qualité-gestion des risques, mais est une thématique spécifique du référentiel. Pour lequel on va organiser dans les mois à venir un minute qualité médico-sociale, notamment en collaboration avec l'Omédit de Pays de la Loire, pour vous présenter à la fois les éléments attendus sur le médicament et puis aussi les ressources qui sont à votre disposition en région Pays de la Loire. Oui, alors juste peut-être que j'ai pas été explicite, il y a bien 18 critères impératifs dans le référentiel. Ce référentiel, il y a 3 chapitres et il y a des thématiques qui sont abordées dans ces chapitres-là. Donc aujourd'hui, on abordait la thématique de la démarche qualité et gestion des risques. Et il faut savoir que sur cette thématique-là, euh, elle comprend 10 critères impératifs. Donc, ce qui démontre l'importance de cette thématique dans les attendus du référentiel, puisque la thématique et les critères qu'on vous a présentés aujourd'hui sont 10 critères impératifs sur les 18 de l'ensemble du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Et bien entendu, on aura d'autres minutes qualité médico-sociale qui aborderont les 8 autres critères impératifs. Alors, je vois qu'il y a une question sur la prise en compte par les évaluateurs sur les difficultés dans lesquelles sont actuellement les structures et notamment les EHPAD. Alors, bien, on n'a pas d'informations explicites sur le sujet, mais ça fait partie de toute façon des éléments contextuels d'appréciation des évaluateurs. Même si le parallèle est peut-être pas opportun, mais on a des démarches un peu similaires dans les établissements de santé, puisque les établissements de santé, les évaluateurs utilisent les mêmes méthodologies pour évaluer les structures, les établissements de santé. Bien entendu que le contexte local, institutionnel et d'environnement est pris en compte dans l'appréciation de l'évaluation. Mais on n'a pas de positionnement ou des infos spécifiques de la Haute Autorité de Santé ou du ministère sur ce sujet. Alors, sur la liste des organismes agréés, effectivement, la Haute Autorité de Santé a publié le cahier des charges à l'attention des organismes qui peuvent solliciter l'habilitation, notamment l'habilitation COFRAC, et peuvent commencer à déposer leur dossier. Dans des informations qu'on a eues toutes récentes de début de semaine, a priori, il y a des premiers organismes qui ont fait des dépôts et une première liste serait publiée sur le site de la Haute Autorité de Santé d'ici la fin du mois de juin, début juillet. Mais on n'a pas au jour d'aujourd'hui de liste qui est accessible sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Et il faut savoir qu'en fait, l'ouverture de réponse des organismes habilités est toute récemment ouverte pour ces structures. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions de vos côtés, Antoine, Véronique, Marion.
Non. Non, Non. non, non. Il est 11h59, donc ça nous permet de clôturer de façon très ponctuelle ces minutes qualité médico-sociale et de vous donner rendez-vous pour les prochaines minutes qui se dérouleront le vendredi 2 septembre à 11h en collaboration avec le CREAI Pays de la Loire sur la thématique du projet d'établissement. Donc, comme on en a l'habitude, quelques semaines avant les minutes qualité médico-sociale, on vous envoie un mail pour vous permettre de vous inscrire et vous recevez le lien de connexion 48 heures, enfin la veille ou 48 heures avant la tenue des minutes qualité médico-sociale. En tout cas, surveillez vos mails, notre site internet et n'hésitez pas à revenir vers nous après ces minutes-là si vous avez des questions complémentaires. Ce webinaire a été enregistré. Il fera l'objet d'un replay qu'on va mettre en ligne sur notre site internet et des questions qui ont été posées vont alimenter la foire aux questions qui est elle aussi disponible sur notre site internet. Il est midi. Je déclare donc clôturer ces minutes qualité médico-sociale. Merci à tous pour votre participation et merci à l'équipe pour son implication. Merci à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée.